Gestion du stress chronique, calibration de l'organisme, déconnexion et calme lors d'une situation inconfortable. C'est ce que la méthode Wim Hof peut offrir à celles et ceux qui cherchent du répit dans une vie en constante mouvance. Sébastien Zappa, instructeur de cette méthode hors du commun, se joint à nous aujourd'hui pour nous expliquer ses principes, ses bienfaits et démystifier cet univers polaire qui compte aujourd'hui de nombreux adeptes. Braver le froid afin d'apprendre à mieux appréhender le monde, un souffle à la fois. Je suis Constance Carpanèse et vous écoutez Point d'écoute, le podcast du Bota Bota Spa sur l'eau. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Point d'écoute, qui est aussi le tout premier épisode de la seconde saison. Donc le Bota Bota est super heureux de pouvoir recommencer cette aventure et de commencer avec un invité de renom, comme toi, Sébastien. On va parler aujourd'hui de la méthode Wim Hof. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais, Sébastien, que tu me parles un peu de toi, que tu te présentes à notre audience qui ne te connaît peut-être pas. D'accord. Déjà, merci de me recevoir. Ça me fait bien plaisir de venir parler de ce que je fais par passion, avant tout. Et à côté de mon travail, on va dire à plein temps, parce que puisque tu me demandes de me présenter. Donc voilà, je m'appelle Sébastien Zappa et en fait, je suis scientifique de métier. Je travaille dans la recherche scientifique. Je suis microbiologiste. Depuis entre 20 et 25 ans maintenant, ça commence à faire un moment. Comme ça s'entend, je viens de la France. J'ai grandi en région parisienne, j'ai fait mes études dans l'est de la France, où je suis devenu un microbiologiste, c'est là où j'ai fait mon doctorat. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans le sud de la France avant de m'expatrier aux États-Unis pour raisons professionnelles. Je travaillé pendant 15 ans donc à l'université de l'Indiana en tant que microbiologiste et je suis arrivé à Montréal, à l'université de Montréal, pour des raisons professionnelles aussi, en juillet 2019. Donc voilà. Donc ça, c'est le contexte. Mais on n'est pas... Enfin, je ne suis pas venu pour parler de microbiologie, encore que ça pourrait s'arranger. Mais... Absolument. Mais du coup, donc on le sait, tu es microbiologiste, c'est ça ? Ouais. Et comment est-ce que ton parcours professionnel t'a amené à rencontrer la méthode Wim Hof et à plus tard l'enseigner ? Est-ce que ta profession actuelle a une résonance avec la méthode Wim Hof ou pas du tout ? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, ma rencontre avec la méthode Wim Hof, ça s'est pas du tout fait par rapport à ma carrière professionnelle. Ça s'est fait par rapport à des problèmes de santé chronique que j'ai développés pendant des années. C'était ce genre de problème en fait qui est un peu entre guillemets intraitable par la médecine, qui est difficilement traitée même par ce qu'on peut appeler les médecines alternatives. Bon, c'était en gros de la fatigue chronique, des choses comme ça, où je suis passé par un tas de diagnostics, de dépression chronique, pour finir sur un diagnostic de maladie de Lyme chronique, avec toute la controverse scientifique que ça inclut, notamment, là je parle en tant que microbiologiste, et plus dernièrement, on m'a dit, en fait, c'est plutôt la fibromyalgie, ce qui est un terme assez... un peu fourre-tout, souvent les gens qui ont de la fatigue et des douleurs un peu inexpliquées, souvent ils finissent diagnostiqués fibromyalgiques. Mais en gros, pour résumer rapidement, une dizaine d'années de galère, si j'ose dire, c'est comme ça que je suis arrivé à la méthode Wim Hof. Et c'est vrai que tout ça s'est passé aux États-Unis, pendant que j'étais aux États-Unis. J'ai vu plein de médecins, j'ai vu plein de médecins généralistes, de spécialistes, j'ai fait des traitements divers et variés. J'ai vu des gens qui faisaient des approches dites alternatives, avec des traitements également divers et variés. Ça m'a coûté énormément d'argent. Surtout aux États-Unis, j'imagine que... Notamment, ouais. Ça doit pas être donné. Et en fait, c'est un peu par hasard que je suis tombé sur la méthode Wim Hof. Et en fait, c'est quand je m'y suis mis, j'ai senti que je franchissais un palier assez rapidement, un palier dans le mieux-être assez rapidement.
Le point, ce qu'on va appeler en gros le point d'orgue de ces années de fatigue chronique et de dépression chronique, ça a été quand j'ai fait un burn-out. Et là, en fait, c'est parce que c'était une époque où je traitais mes symptômes de fatigue chronique et de dépression chronique par l'exercice physique. C'était un peu ma voie de salut. Donc, je courais beaucoup. Je sais que ça peut sembler bizarre de dire fatigue chronique et beaucoup de sport. Ça peut sembler un peu paradoxal. Mais l'exercice physique est en général recommandé pour... Parce que ça crée des endorphines ou parce que c'est juste ça, puis ça secoue et ça, non, ça permet de baigner les c'est un neurones tout, puis ça permet de pas aller dans une pente glissante où en fait la fatigue entraîne la fatigue. Enfin, bon. Et donc mais j'ai eu vraiment tendance à en faire trop. Je courais beaucoup, je faisais beaucoup de yoga, d'escalade, même de l'alpinisme, des choses comme ça. Et en fait, à chaque fois, je payais mes efforts par des retours de bâton où j'étais encore plus fatigué et tout. Mais je m'entêtais. Et c'est en novembre 2014, quand j'ai couru mon premier marathon, et mon seul d'ailleurs, donc j'ai couru, ce jour-là, j'ai couru 42 km. 3 semaines plus tard, j'étais plus capable de marcher plus de 5 minutes. Ça a été vraiment le burn-out. J'étais plus capable de parler plus de 3 minutes sans avoir des vertiges. Il fallait que je m'allonge ou quoi. Et là, il y a eu des mois de galères encore plus importantes. Et avec évidemment les retours, les épisodes dépressifs qui revenaient de plus en plus intensément, de plus en plus fréquemment. Et c'est en fait quand j'ai commencé la méthode Wim Hof que j'ai senti vraiment que je franchissais un palier. J'allais mieux. Sans pour autant parler de guérison miraculeuse, parce que même encore aujourd'hui, j'ai encore des symptômes, mais déjà, comme ça peut se voir, je suis capable de parler plus de 3 minutes. Oui. Je suis capable d'avoir j'ai pu retourner au travail, travailler à peu près normalement. Enfin, donc, non, voilà. Et c'est en fait ce parcours qui m'a amené à insister dans l'apprentissage de la méthode Wim Hof et à la partager. Parce que je pars du principe que, en fait, on maîtrise... pour aller vers la maîtrise de quelque chose, il n'y a rien de tel que de le partager. C'est une façon on s'expose aux questions des gens, on s'expose à l'incompréhension, et donc ça nous pousse en fait à avoir une meilleure compréhension par soi-même en fait de ce qu'on enseigne. Et voilà, et donc voilà, on est plus, on va dire, motivé dans sa pratique comme ça, quoi. D'accord. Et quels sont les piliers un peu de cette méthode ? Comment est-ce qu'elle se pratique en général ? La méthode Wim Hof, elle repose sur 3 piliers. Donc il y a un premier pilier qui concerne la technique de respiration. Il y a quelques exercices respiratoires. Le deuxième pilier concerne l'exposition graduelle au froid. Donc voilà, l'utilisation du froid comme stresseur, mais qu'on va chercher à apprivoiser. Et le troisième pilier, ça concerne... alors, au fil des années, il a un peu évolué, depuis que j'ai commencé la méthode Wim Hof en 2016. Au début, il s'appelait le commitment, donc l'effort... continu. L'effort, dans la pratique. Ouais. Il continue. À un moment donné, il s'est appelé le mindset, donc l'état d'esprit. Donc voilà, il y a quelques fluctuations sur ce pilier. Il est un peu plus difficile à comprendre et à enseigner du coup. Ouais. Mais en gros, voilà, ça concerne tout ce qu'il y a. Moi, j'aime bien dire que les 2 premiers piliers, donc la respiration, l'exposition au froid, c'est un peu la pratique formelle. C'est ce qu'on fait. On s'assoit sur son coussin de méditation ou on s'allonge sur son tapis de yoga et on fait des exercices de respiration. Ça dure, en gros, une demi-heure. Le froid, c'est l'autre versant de la pratique formelle où ça va être, on se met dans une douche froide, dans un bain froid, dans un lac, dans une rivière pendant quelques minutes. Et le troisième pilier, c'est plus ce que j'appellerais donc la pratique informelle. C'est comment transférer les bénéfices de la pratique formelle vers la vie de tous les jours, en fait. À savoir, moi j'aime bien insister sur la gestion du stress, par exemple. Donc voilà. Et en quoi est-ce que tous ces piliers-là sont bénéfiques pour la santé ? Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un sur le long terme, justement dans la vie quotidienne ?
Alors, là, c'est des questions, ça peut vite devenir très compliqué d'y répondre parce qu'il y a beaucoup d'affirmations à droite à gauche qui sont pas toujours, qui se veulent scientifiques, mais qui ne le sont pas forcément. C'est là que je peux rebondir un peu sur la question que tu m'as posée précédemment et auquel j'avais oublié de répondre, mais qu'est-ce que m'apporte ma carrière de microbiologiste dans la méthode Wim Hof? J'ai envie de dire, d'un côté, pas grand-chose, parce que c'est quand même deux choses complètement séparées. En plus de ça, on peut très bien pratiquer la méthode Wim Hof sans comprendre absolument rien à la science. Je veux dire, on n'a pas besoin de connaître les lois de la thermodynamique pour conduire une voiture. Absolument. Enfin voilà, donc c'est une pratique avant d'être La méthode Wim Hof, c'est une pratique avant d'être une connaissance et encore moins une connaissance d'ordre scientifique. Donc c'est rassurant parce que tout le monde peut la faire finalement, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Non, c'est ça, voilà, il n'y a pas de... C'est ouvert à tout. C'est toujours bon d'avoir des connaissances dans la vie en général, moi j'estime. Oui, certes. Si vous connaissez un peu de thermodynamique, peut-être que pour parler aux garagistes, ça sera plus facile, vous ferez peut-être moins arnaquer quand il veut réparer votre voiture. Donc si vous avez un coach en fitness santé qui vous vend des mérites, avoir des connaissances scientifiques, ça va peut-être permettre de aussi moins se faire arnaquer sur des arguments un peu pseudo-scientifiques. Bon, ceci étant dit, voilà, peut-être que là où ça me donne une petite longueur d'avance sur d'autres personnes, c'est d'avoir des connaissances de base en biologie et sur la méthodologie, de savoir lire des articles scientifiques. Donc quand quelqu'un me dit telle méthode ça aide, je peux essayer d'aller lire les articles, voir si ce que l'a dit la personne est vrai ou pas. Mais ça, c'est très limité finalement, parce qu'on peut pas passer sa vie à réinventer la roue, on peut pas tout vérifier tout le temps. Donc il y a bien un moment où il faut faire confiance à des gens, et donc voilà. Ça m'aide, mais c'est pas non plus. C'est quelque chose qui n'est pas non plus une nécessité pour être un bon pratiquant. Pas du tout. Et donc... les bénéfices au quotidien pour quelqu'un. Ouais. Donc moi, j'aime bien insister sur la gestion du stress, et notamment la gestion du stress chronique. Je pense que c'est vraiment un domaine où la méthode Wim Hof a quelque chose d'assez... que j'ai pu vérifier sur moi, sur des gens que j'ai formés, parce qu'en fait, il y a quand même le stress chronique, c'est quelque chose qui touche énormément de gens, et c'est quelque chose qui est délétère. Il y a aucun bénéfice à être stressé de façon chronique. Ceci étant dit, on a tendance souvent à généraliser le stress comme une mauvaise chose, alors qu'en fait, le stress aigu peut être une bonne chose. Le stress aigu, c'est la forme de stress qui va vous permettre de vous sortir d'un danger. Par exemple, ça vous propulse hors d'une situation. Il y a, on est en train de faire une randonnée, il y a un serpent à sonnette sur le sentier. Ça, c'est mes années aux États-Unis qui reviennent. Et voilà, c'est le stress aigu qui va se dire, qui va de façon totalement inconsciente va vous permettre de faire un bond, éviter le serpent, ou juste arrêter de marcher pour pas lui marcher dessus. Et ça, les exemples sont légion. Le stress aigu, en fait, peut nous sauver la vie, quoi. Le problème, c'est quand le stress s'installe et qu'il est chronique. Là, par contre, c'est là qu'on typiquement on va vers l'épuisement. Parce qu'en fait, pour stresser, il faut produire certaines hormones, certains neurotransmetteurs. Et les organes, en fait, quand ils ont tendance à les produire un peu de façon constante, au bout d'un moment, ils sont fatigués et ils arrêtent de les produire. Et donc, si on n'arrive plus à stresser, on a besoin de ce stress un peu pour des fois ne serait-ce que par exemple le cortisol, pour nous réveiller le matin, on a besoin d'avoir le cortisol qui monte à la fin de la nuit. Et donc, on se réveille. Donc, quand on est bien réglé avec la lumière du soleil ou quoi, on n'a même pas besoin de réveil. On se réveille un peu tout seul. Et donc voilà. Mais bon, si jamais on arrête de produire ce cortisol ou on en produit très peu, là, on va vraiment vers la fatigue chronique. D'accord. Et on compense avec du café, des choses comme ça. Ou le bruit du réveil qui crée un stress aigu. Ouais. Quand même. Non mais
Donc voilà, donc moi je pense que ouais, sur le stress chronique, c'est une méthode qui je pense est très intéressante parce que justement à travers les exercices respiratoires et l'exposition au froid, on va aller chercher des situations, on s'impose du stress aigu. C'est peut-être pas évident pour les gens qui connaissent pas par rapport à la respiration, mais pour parler de l'exposition au froid, là je vais être, je pense que ça parle plus aux auditrices et aux auditeurs. Mais oui, quand on se met dans de l'eau glacée, typiquement on s'impose un stress aigu au corps, et donc voilà, on va réveiller tout un tas de mécanismes, voilà, pour dire oh, qu'est-ce qui se passe et tout, voilà. Et donc c'est un peu, de façon simpliste de le dire, mais c'est un peu comme si on donnait au corps une façon de se recalibrer, de dire bon bah voilà une situation de stress aigu, et là maintenant, bah, grâce à la respiration consciente, des choses très simples, et entre guillemets la force du mental, on va essayer de se calmer, quoi, de revenir à un état de détente, de relaxation. Donc en fait, on va recalibrer un peu l'organisme, le système nerveux, entre guillemets, vers qu'est-ce qu'une forme de stress aigu, enfin qu'est-ce qu'une situation de stress, qu'est-ce qu'une situation de relaxation, et donc voilà, aller de l'un à l'autre, pas rester au milieu tout le temps, tout au long de la journée, quoi. C'est super intéressant. Je pensais à ça. J'ai commencé à faire de l'escalade en août 2020. Et en fait, ce que tu racontes là, même si c'est pas se baigner dans de l'eau froide pendant du temps et tout, il y a certaines pistes que je fais qui vont me créer cette espèce de stress aigu, notamment dans des cheminées ou donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on est littéralement au grand écart entre deux voies et avec parfois aucune prise, et c'est juste avec la force de Spider-Man qu'on arrive à monter sur les voies, et ce stress, je le sens. Et à la fin d'une piste, j'ai comme cette descente d'adrénaline aussi qui est, je trouve, assez comparable à ça, pour avoir fait le circuit d'eau Bota Bota de nombreuses fois. La période du bain froid crée justement cette poussée d'endorphine et ce stress aigu dont tu parles. Et en tout cas, je faisais cette corrélation avec le sport aussi, qui, dans certains sports, peuvent apporter ce type de stress aigu dont tu parles. Ouais. Non, tout à fait. Mais bon, pour avoir fait beaucoup d'escalade par le passé, je vois très bien de quoi tu parles. Je pense que de toute façon, généralement, on n'est pas tous égaux face à ce genre de choses, mais il y a beaucoup de gens qui vont rechercher justement dans le sport et dans certains sports cet état justement de stress aigu, parce que justement au moment de la redescente, on se sent bien, quoi. Ah oui. Donc finalement, on cherche plus la redescente que. Moi, j'ai souvenir de voies d'escalade où je me disais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et après, par contre, on se dit, c'est quand est-ce que je repars ? Absolument. Ou en alpinisme ou quoi. Enfin. Oui, ça devient quasiment une drogue, finalement. Et j'imagine qu'avec la méthode Wim Hof, c'est un peu la même chose quand on commence à apprécier cette étape qui est difficile et de se rendre compte qu'on arrive à passer au travers. Je pense que c'est quelque chose qui doit nous emmener à le faire de plus en plus quand on arrive à contrôler son corps et son esprit, quoi. Donc Est-ce qu'il y a une façon de mal faire cette méthode Wim Hof ? Oui, c'est pas anodin comme pratique. Enfin, il y a des choses beaucoup plus dangereuses dans la vie, et c'est beaucoup moins dangereux que ce que la plupart des gens le pensent quand ils voient ça de l'extérieur. Mais typiquement, déjà, il faut respecter quelques règles de base. Donc, par exemple, en cas de grossesse, c'est non. Pour les personnes épileptiques, fortement déconseillé. Syndrome de Raynaud, de type 2 notamment. Donc, après, il y a des cas, mais souvent, ça va être des gens qui vont qui vont d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas vraiment aller dans le froid. Par exemple, j'ai des gens qui ont la drépanocytose ou l'urticaire du froid, des choses comme ça, mais eux, de toute façon, ils se présentent pas aux ateliers parce qu'ils savent que c'est pas. Mais et bon, problème cardiovasculaire un peu grave. Ça, c'est pas. Il n'y a pas un nom absolu, mais c'est quand même important d'en parler aux médecins. En moindre doute, de toute façon, il faut parler aux médecins, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour les choses de base. Après, est-ce qu'on peut mal le faire ? C'est là que, effectivement, quand on apprend ça tout seul, sur YouTube ou quoi, par exemple, où il y a plein de choses très bien, et même notamment sur le site officiel de la méthode Wim Hof, il y a des
des ressources gratuites pour apprendre des choses. Mais après, voilà, quand on le fait tout seul, il y a un risque. Souvent, le risque, c'est un peu entre guillemets, de pêcher par enthousiasme et d'en faire trop. Parce que comme ça peut sembler un peu évident, mais c'est toujours bon de le rappeler, mais l'exposition au froid, rester trop longtemps dans le froid, ça peut être problématique. Aller jusqu'à l'hypothermie, faut quand même vraiment en vouloir, là, faut y aller. Mais sans aller jusqu'à l'hypothermie, mais aller jusqu'à une sorte d'hypothermie modérée, mais qui est quand même quelque chose de très désagréable. Parce que ça va induire des tremblements des grelottements pendant 1 heure, 2 heures. Enfin, ça, c'est des choses qu'il faut. Si on se retrouve dans cette situation, c'est vraiment qu'on a poussé trop loin. L'hypothermie, faut rester combien de temps à peu près dans de l'eau froide pour ça va dépendre des gens, des constitutions ou quoi, okay. Mais disons que et bien sûr de la température de l'eau. Mais c'est vrai que dans de l'eau, quand on arrive en dessous de 10 degrés, dans de l'eau en dessous de 10 degrés, il va falloir faire attention. 15-20 minutes, ça commence à être sérieux. Mais bon, il y a peu de gens qui s'amusent. Enfin, oui, voilà. c'est ça, c'est ce que j'ai on arrive en hypothermie. L'hypothermie devient vraiment problématique quand la température interne arrive à 35 degrés. Okay. Là, la personne commence un peu à perdre ses facultés de jugement, la parole. Enfin, donc on est au-delà des tremblements. Hein. Là, on est vraiment... c'est quelqu'un... voilà. Et c'est long à se réchauffer. Ça peut être dangereux de se réchauffer aussi. Enfin, il faut faire attention à ça. Mais bon, là, je pense qu'on n'est pas... On parle plus de la méthode Wim Hof. Non, c'est ça. Des choses, là, c'est des questions un peu plus urgentes. Mais cela dit, c'est non seulement c'est bon, mais en plus, c'est important de se renseigner sur ce que c'est que tout ça. C'est pas un manque de respect de la pratique. Enfin, c'est pas... Je préfère dire, en fait, non. Se renseigner sur ce genre de danger, c'est pas du tout une attitude de peur ou une attitude de... Voilà, non, c'est justement une façon de montrer son respect pour la pratique, quoi. De connaître un peu, comme pour rebondir sur l'escalade, c'est bien de savoir apprendre à faire un bon nœud en 8. Oui. C'est pas une forme de... non, au contraire, ça peut sauver la vie. C'est important. C'est une façon de respecter la pratique. Donc... après, de façon moins évidente, même la technique respiratoire Wim Hof est une technique qui est... Enfin, il y en a, en gros, il y en a 2 ou 3. Et c'est des techniques qui sont intenses et qui ne sont pas anodines, qui peuvent provoquer des évanouissements si on les fait trop. Donc ça aussi, il faut faire attention. Elles peuvent fatiguer, ces techniques. Moi, quand j'ai commencé... Alors, parce qu'en fait, c'est des techniques respiratoires qui vont avoir tendance à provoquer un pic d'adrénaline chez la personne qui les fait. Alors ça, c'est quand on est... Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'étais en période de fatigue chronique suite à un burn-out, quoi. Donc quand on retrouve ce pic d'adrénaline, on se sent à nouveau vivre. On se sent, ça y est, je suis à nouveau vivant. Enfin, donc c'est super. Mais sauf que si on commence à vivre tous les jours, à vivre en fonction de ce pic d'adrénaline, en fait, on continue à se fatiguer aussi. Donc, il faut faire attention, quoi. Donc, moi, quand j'ai commencé, au début, même la technique respiratoire, elle faisait ce pic d'adrénaline, je me sentais bien. Mais quand le pic retombait, la fatigue était tellement intense, il fallait que j'aille me recoucher, quoi. Ouais. Donc, c'est pas anodin, tout ça. Il faut faire un peu attention. Donc, voilà, il faut pratiquer la bonne dose. Hein. Il faut apprendre à la contrôler aussi, je pense. C'est important de savoir faire ça. Est-ce que de s'immerger dans de l'eau froide, c'est aussi intense qu'il n'y paraît ? Je sais qu'au Bota Bota, justement, le circuit d'eau, ça fait partie d'un de nos services les plus importants. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est le chaud pendant 15 minutes, donc soit dans un hammam, soit dans un sauna. Ensuite, le froid, donc pendant 30 secondes à 1 minute à peu près. Et ensuite, la détente pendant 20-25 minutes pour que le corps se remette de ses émotions. Ouais. Et je sais que souvent, quand on explique un peu ce circuit d'eau, ces 3 étapes, l'étape du froid, qui est une étape cruciale dans ces 3 étapes, en fait chavirer plus d'un. Sans vouloir faire du jeu de mots, pourquoi est-ce que les gens sont aussi frileux à l'idée de rentrer dans un bain froid tout en sachant que ça ne va pas durer super longtemps ? Après, je parle sous mon chapeau.
Je sais plus c'est quoi l'expression. Mais moi, au début, avant de travailler au bota-bota, je pouvais même pas mettre un orteil dans de l'eau glacée. Donc je pose un peu la question à peut-être un scientifique ou pourquoi est-ce que ça effraie tant les gens, l'eau froide. Mais après, voilà, moi, c'est pas mon expertise scientifique, elle est sur les bactéries, alors je vais répondre. Oui, pardon. Enfin voilà, mais bon, du coup, voilà, je vais quand même essayer de répondre. Je pense qu'il y a une partie, la peur du froid. Je pense qu'il y a une partie qui est innée, une autre partie qui est acquise par la culture et l'éducation. La partie innée, j'imagine que c'est parce que les êtres humains, on est des animaux dits à sang chaud. De mémoire, il me semble que 70% de nos dépenses énergétiques en fait, du corps au repos, ça sert à maintenir notre température interne à 37. Donc c'est énorme, la dépense énergétique. Donc on peut facilement imaginer que l'évolution et la sélection naturelle est sélectionné un comportement qui va favoriser la protection du froid pour pas perdre de la chaleur de façon inutile et donc perdre de l'énergie. Parce que faut pas oublier que maintenant, on vit à une époque où on n'a pas de problème d'énergie parce qu'on a, du moins dans cette région du monde, on a autant à manger qu'on veut. Mais c'était pas vrai jusqu'à il y a pas si longtemps. Donc les ressources alimentaires et donc énergétiques pour le corps étaient limitées, donc il y avait tout intérêt à pas les gaspiller. Donc ça, on peut imaginer que la sélection naturelle a sélectionné ce type de comportement. Et donc là, on parlerait de l'inné. Pour l'acquis, je pense que, c'est pas forcément antagoniste, ça peut être lié. C'est parce que je pense que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend, dès qu'il fait un peu froid, mets ton manteau, fais attention, tu vas attraper froid. C'est tout, et c'est donc ça reste en nous. Donc je pense que c'est un mélange des deux. Ouais. Et c'est vrai que la réaction du corps au froid, la réaction immédiate, donc là c'est typiquement de l'inné, je pense que c'est un réflexe. C'est quand même une réaction le corps développe une réaction de stress aigu pour le coup. Donc à moins d'être un peu masochiste, comme le font les gens qui font de l'exposition au froid, et de se dire je vais passer ce moment de choc pas super agréable ou quoi, et je vais en faire une expérience méditative. Non, la plupart des gens se disent, c'est un peu comme quand on met la main sur une flamme. On a le réflexe de retirer la main. Si on prend, je sais pas, un être humain et qu'on le jette dans un lac gelé, il va se débattre pour en sortir. Pareil pour un animal d'ailleurs. Sauf les loutres ou ce genre d'animaux d'ailleurs. Mais c'est autre chose. Là, c'est la sélection naturelle à jouer différemment pour eux. Mais donc pour un être humain, non, c'est pas. Je pense que c'est pas notre milieu naturel, quoi. Même si on est beaucoup plus résilient face au froid que ce que l'on pense. Ouais. Il y a des. Je me rappelle plus du nom, mais il y avait un peuple en terre de feu, donc tout au sud de l'Amérique du Sud, là, qui vivait par des températures, donc on n'est pas loin c'est une zone assez australe, et ils vivaient avec très peu de vêtements. Ils plongeaient, ils se couvraient le corps de graisse de phoque, et c'était des êtres humains, donc probablement il y avait une adaptation génétique, mais quand même ils n'étaient pas tellement différents de nous, et ils arrivaient quand même à supporter des températures très froides. Donc on est quand même plus adapté que ce que l'on pense, mais on est aussi programmé pour la recherche du confort, et la recherche du confort nous a amené en fait à nous éloigner du trop froid, du trop chaud, voilà. Puis finalement, le confort là-dedans, c'est quand même très subjectif finalement, parce que peut-être que ce peuple-là dont tu parles était très confortable à l'idée de vivre comme ça. Ça, c'est une grande question. Voilà, c'est... Ouais. Est-ce qu'ils étaient comme ça parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix? Est-ce que si on avait pris des enfants de ce peuple, on les avait amenés ici, est-ce qu'ils auraient tout de suite adopté le mode de vie occidental avec le chauffage? Je ne sais pas. On va en inviter un dans notre prochain podcast. Non, ça serait... avoir des réponses. J'ai quand même... C'est intéressant comme question dans le sens où c'est quand même un des points cruciaux autour de la méthode Wim Hof. Justement, parce que comme je parlais avant de
d'induire des situations de stress par certaines pratiques respiratoires ou l'exposition au froid, en fait, c'est d'aller se mettre volontairement dans des zones inconfortables et dans ces zones-là, de pratiquer un état mental de reprise de contrôle et de sensation de confort, d'induire la sensation de confort. Donc en fait, cette histoire de confort, elle est cruciale dans la pratique de la méthode Wim Hof. Et donc j'ai perdu le fil de... Mais justement, j'allais rebondir là-dessus parce qu'on parlait d'adaptabilité, d'adaptation, etc. Il y a un concept, il me semble, de la part de Wim Hof, il parle d'adaptation. Je l'ai vu parler de ça sur les réseaux sociaux quand j'ai fait mes petites recherches d'informations. En gros, c'est surtout pour les gens qui souffrent d'avoir les extrémités qui sont tout le temps froides, genre les pieds et les mains. Je fais partie de ces gens-là. Ouais. Et il dit que pour pallier à ce problème, il dit de juste plonger les mains et les pieds dans des petits bols d'eau gelée et qu'au fur et à mesure, le corps... quand on va le faire ça quotidiennement ou bref, de façon régulière, le corps va s'adapter et le froid va en fait se transformer en chaud. Genre la sensation de froid va devenir chaude et du coup le corps devrait être capable de s'adapter et donc au fil du temps, on aurait moins froid aux extrémités. J'ai pas fait le test, mais je le ferai. Cela dit, je me demandais, est-ce que ce concept, tu penses, peut être appliqué à d'autres sujets dans la vie? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des problématiques dans la vie qu'on a et qu'il faudrait qu'on ait un peu des concepts similaires à celui-ci pour aller mieux, au final? Je sais pas si ma question fait du sens. Ouais. En fait, je pense qu'il y a deux... Donc, je pense qu'il y a deux niveaux de... Il y a deux niveaux de réponse par rapport à cette question. Il y a un niveau, j'ai envie de dire, qui est assez... allez, on va dire physiologique. Parce que là, ce que dit Wim par rapport à cet exemple, c'est typiquement sur l'impact du froid sur le système cardiovasculaire. Donc en fait, quand on est exposé au froid, le réflexe du corps, en fait, ça va être une contraction des vaisseaux, donc notamment des capillaires ou quoi. On en a 100 000 km par être humain. Une autoroute. 100 000 km, voilà, ça fait 2,5 fois la circonférence de la Terre. Si on prend quelqu'un, on lui enlève tous ses vaisseaux sanguins, ses capillaires. Ne faites pas ça. J'adore l'image. Voilà, ne faites pas ça, c'est pas très gentil. Donc voilà. Donc si on enlève les... Enfin voilà, donc on a 2,5 fois le tour de la Terre. Avec trois êtres humains, on peut relier la Terre à la Lune. Donc voilà. Donc ça fait partie, c'est un peu comme quand on parle des poumons, ou si on dit la surface d'échange des poumons, c'est, je sais plus, un terrain de tennis, je crois. Enfin, oui, j'avais entendu. Ça fait partie de ces choses où on se rend compte en fait que voilà, donc dans le cadre des poumons, c'est la surface d'échange avec l'atmosphère. Dans le cadre des vaisseaux sanguins, donc ça va être aussi une question d'échange entre ce qui vient des poumons justement et les tissus, le reste des tissus. Mais on voit qu'on est quand même le corps est une machine assez impressionnante, qui a entre guillemets avoir optimisé en fait ces surfaces d'échange. Bon, ça c'était un peu petite note, mais donc voilà, pour ce qui se passe, c'est que voilà, quand on va dans le froid, en fait, il y a une contraction de ces vaisseaux, et en fait, le sang va être donc amené à être plus concentré dans les zones vitales, donc l'abdomen, la tête, toutes ces zones-là entre l'abdomen et la tête. Et en fait, c'est pour ça la sensation de froid dans les extrémités, type mains, pieds, et ça peut être même les bras, les jambes ou quoi, sera plus importante. Et ça va être, comment dire, c'est quelque chose, c'est un réflexe de survie en fait. C'est juste qu'en cas de froid extrême, si jamais on arrive au stade de la nécrose, on peut perdre un doigt, on peut perdre une main, on va toujours vivre, alors qu'on ne peut pas perdre une partie de notre abdomen ou même notre tête, bien sûr, quoi. Mais donc, en fait, l'idée, c'est que la deuxième phase de ça, et ça, je crois que ça s'appelle le réflexe de chasse de Hunter, c'est en fait, une fois que le corps, en fait, c'est quand l'exposition au froid est prolongée, en fait,
c'est comme si, bon, je mets plein de guillemets, parce que le corps fait ça de façon totalement, on va dire, physiologique, mécanique ou quoi. Mais le corps, en gros, sait qu'il y a danger à ne pas irriguer certaines parties, donc, et notamment danger qui est nécrose. Donc, il va envoyer du sang pour la réchauffer, quoi. Et ce qu'on appelle le réflexe, c'est ça qu'on appelle le réflexe de chasse, par rapport aux chasseurs, justement, qu'on la peau du visage qui devient un peu rouge quand ils chassent en plein hiver dans le froid, en fait, c'est ça. Et donc, ce qu'on essaye de faire quand on fait, par exemple, la pratique des mains dans le bol d'eau glacée, en fait, c'est de provoquer en fait, cette réaction du corps. Bon, bah voilà, le corps va avoir ce réflexe de contraction des vaisseaux. Mais en fait, après, la deuxième étape, alors en général, on va sortir la main avant quand même que ça, mais avant qu'il y ait le sang qui revient. Mais par contre, une fois qu'on a sorti la main du bol, en général, et ça, avec l'habitude, ça arrive de plus en plus vite, inciter le corps en fait à faire revenir du sang dans ces parties. Et là, on se rend compte qu'on a chaud aux mains, en fait, quand on fait ça. Un truc tout simple à faire, quand il y a... s'il neige un petit peu, ou beaucoup, peu importe, bah sortir pieds nus, marcher pieds nus dans la neige, au début, il faut le faire 30 secondes. Puis même 30 secondes, ça paraît tellement long. Mais oui. C'est juste, alors ça pique, ça pique, ça fait un peu mal ou quoi, évidemment. En 30 secondes, il n'y a aucun risque d'y perdre un orteil. Hein. Enfin, je veux dire, mais par contre, ce qui est marrant, c'est quand on rentre après, on peut rentrer, voilà, on se sert un thé, un café ou quoi. Et là, on sent, waouh, j'ai chaud aux pieds d'un seul coup, j'ai la chaleur dans les pieds. Et en fait, l'idée, c'est de stimuler un peu tout ça. Alors ça, là, on parle vraiment du travail des extrémités. Ouais. Ça, c'est la partie... et là, je parle vraiment de quelque chose de complètement physiologique, quoi. Mais comme je disais, il y a un peu deux niveaux de réponse. L'autre niveau de réponse, ça serait ce serait vraiment un travail mental. Et là, on arrive vraiment à un point, je pense, qui est clé dans la méthode Wim Hof, où c'est de se dire, bah voilà, là, je suis dans une situation inconfortable, et en fait, j'ai le choix soit de paniquer, de me mettre à pleurer, de me mettre à jurer, de me mettre à... Voilà. Soit, en fait, je peux décider juste de respirer calmement et de prendre une sorte de distance avec moi-même. Bon, bah oui, ma main est dans un bol d'eau glacée, ma main a mal, mais je peux rester calme malgré tout. Et donc là, c'est un moment donné où, en fait, on est en train ouais, c'est une sorte on enseigne un peu au cerveau, en fait, à rester calme dans une situation d'inconfort, quoi. Est-ce que c'est pas même une espèce de déconnexion, finalement, entre... Un peu, ouais. Alors bon, il faut faire attention, parce que j'ai envie de dire, la forme la plus poussée de ce genre de choses, ça serait... je pense qu'à peu près tout le monde a vu ces images de moines bouddhistes qui s'immolent par le feu et qui restent calmes. Bon, je veux dire, c'est pas... le but, c'est... Enfin, là on parle de choses quand même assez extrêmes, et moi, dans mes ateliers, c'est pas ce que j'enseigne. Mais il y a cette idée, voilà, de voilà, se déconnecter et arriver, voilà, à rester calme dans une situation d'inconfort. Avec... Alors ça, c'est de la... Enfin, oui, c'est de la spéculation, parce que je suis pas assez calé en neurosciences pour avoir la réponse. Je sais même pas si la réponse existe, hein, de toute façon. Mais est-ce qu'en fait, voilà, en faisant ça, on apprend au cerveau, en fait, à avoir un chemin au niveau, un circuit, on va dire, neurologique, qui va, voilà, dans une situation de stress, va se dire, ok, bah en fait, je sais réagir sans stress. Et donc, avoir une transposition de cette pratique, donc la pratique formelle, comme je disais au début, dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, la prochaine fois que, après, par exemple, on est en voiture, quelqu'un nous fait une queue de poisson, ben, au lieu de réagir avec la panique, en fait, le cerveau aura plus de facilité à trouver un chemin pour rester calme. De la même façon, pour si on a un conflit au travail avec quelqu'un, toutes ces situations-là, quoi. Et ça, moi, j'ai vu des exemples autour de moi de gens qui m'ont rapporté des choses, qui sont venus à un atelier pour une raison X, donc ça pouvait être par exemple traiter inflammation chronique, des choses comme ça, et qui en fait découvraient des bienfaits qu'ils n'avaient pas... pour lesquels ils n'étaient pas venus. Voilà, exactement.
Et ça concernait justement ce genre de réaction face à une situation stressante, quoi. Moi, j'ai souvenir être allé pour mon travail. J'étais invité à donner une conférence une fois. Donc, c'est dans mon domaine en microbiologie. Devant, il y avait à peu près 400 personnes. Et c'était... moi, je suis pas quelqu'un à la base, je suis quand même plutôt introverti. Prendre la parole en public, c'est pas trop mon truc ou quoi. Et je me rappelle que ce jour-là, donc j'étais invité, tout ça, j'étais content. Il y avait un peu les gens connus du domaine ou quoi, donc c'était un peu intimidant quand même. Mais j'étais pas trop stressé, franchement. Et je me rappelle que ma femme m'a dit, c'est bizarre, t'as pas l'air d'avoir peur et tout. Et je dis, ouais, mais non, en fait, ça va, quoi. Et je pense que c'est vraiment cette pratique de cette mise en situation face à des stress un peu induits de façon artificielle, en fait, qui permet un peu d'augmenter sa résilience, quoi, dans la vie réelle, si j'ose dire, quoi. Ouais, j'adore ce principe que ça finisse par être naturel, finalement. Ouais, c'est rassurant, je trouve. C'est pour ça qu'on le fait. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent à mes ateliers. Si le but, c'est de résister au stress d'un bain de glace, finalement, ça sert pas à grand-chose, quoi. Parce que si on veut éviter le stress du bain de glace, la meilleure façon, c'est de pas prendre de bain de glace, quoi. Oui, voilà. Non, l'important, c'est parce que ça nous sert pas à grand chose dans la vie, à moins que ça soit un métier, qu'on ait des sponsors pour battre un record du monde, je sais pas. Mais sinon, ça sert pas à grand chose. Non, par contre, vraiment, ce qui est important, c'est que ça puisse se transférer dans la vie réelle, quoi. Et bon, on a parlé du stress, mais voilà, après, il y a des histoires sur l'inflammation, sur la... Enfin, il y a d'autres choses scientifiquement, ou plus ou moins scientifiquement, mais quand même assez intéressantes là, j'ai insisté sur le stress, mais il y a pas mal de trucs, quoi. Ouais. J'adore. J'ai une question un peu à rallonge par rapport à ça. En 2020, Gwyneth Paltrow, qui est l'actrice américaine, a lancé son documentaire sur Netflix qui s'appelle Goop Lab. Oui. Et il y a eu un épisode justement sur la méthode Wim Hof où elle et son équipe ont rencontré Monsieur Wim Hof. Oui. Et Gwyneth Paltrow, elle fait partie de ces gens que soit on adore, soit on déteste. Elle a un peu ce côté gourou du bien-être qui est un peu regardé de travers ou non. Moi, ma question, c'est, à travers cet épisode, il pratiquait vraiment la méthode Wim Hof quasiment de façon un peu holistique. En fait, à travers l'épisode, il y a beaucoup de remise en question. C'est assez intense. Tout le monde passe à travers des trucs très psychologiquement intenses, des remises en question, etc. Et je me demandais quelle était ton impression vis-à-vis de cette approche de la méthode. Et je vais aller encore plus loin dans ma question en te demandant... Je sais que c'est une méthode qui est très instagrammable, qui est très sympa à regarder sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu crois que cette méthode, en ce moment, elle marche bien parce que c'est quelque chose qui est genre Instagram-friendly et parce que des gens comme Gwyneth Paltrow en font j'arrive plus à trouver le mot là. Voilà, la promotion. La promotion, exact. Est-ce que c'est quelque chose qui va passer ? Est-ce que c'est juste quelque chose parce que c'est tendance en ce moment ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bien malin de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Alors c'est vrai qu'il y a tout un pan de la méthode Wim Hof qui s'inscrit dans une mouvance assez holistique, voire ésotérique. Ça va vraiment dépendre. Après, ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun. Si les gens l'apprennent auprès d'un instructeur certifié, ce que je recommande, même si... Est-ce que tu es ? Oui, donc, même si il y a un conflit d'intérêts là, que je déclare sans honte. Mais donc ça va vraiment dépendre de l'instructeur qui va de sa sensibilité. Les instructeurs ont tous leur sensibilité personnelle, de quelque chose qui est très axé sur la physiologie et vraiment la pratique. C'est un peu ce que moi j'essaye d'incarner, jusqu'à des choses plus ésotériques, voire
philosophique, mais je mets plein de guillemets, voilà, et qui va s'inclure en fait dans tout un autre domaine de choses ésotériques, un peu New Age, etc. Donc voilà, ça va dépendre des gens. Alors c'est vrai que la partie un peu... il y a quelque chose effectivement d'instagrammable dans la méthode Wim Hof, parce que voilà, tout ce qui est les bains de glace, tout ça, c'est des activités qui sont photogéniques. On va pas se mentir. Et à partir du moment où c'est photogénique, c'est pris d'assaut par les réseaux sociaux. Et le système, voilà, le système dans lequel on vit est tel que ça crée des effets de mode, et puis au bout d'un moment, les gens se lassent et vont arrêter de regarder. Donc, moi, je pense que voilà, depuis le début, je me dis que oui, à un moment donné, il va y avoir un gain de popularité, puis ça va redescendre. Et on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Même si moi je trouve c'est dommage, parce que moi justement j'essaie mon but, c'est de proposer une forme de la méthode Wim Hof qui est vraiment très pratique, très physiologique, où j'insiste quand même sur des choses, voilà, de la physiologie, parce que j'estime que chacun peut se reconnaître là-dedans. Alors que quand on part dans les choses ésotériques, on va parler uniquement aux gens qui partagent les mêmes croyances, quoi. Tandis que la physiologie, si je dis, voilà, on a une vasoconstriction, voilà, je parlais du système cardiovasculaire, etc., voilà, jusqu'à preuve du contraire, on a tous des vaisseaux sanguins qui se contractent quand il fait froid, quoi. Donc ça, je veux dire, le discours est universel dans ce cas-là, quoi. Le discours ésotérique, je dis pas, chacun, c'est la liberté de chacun d'aller dans cette voie-là, et je le respecte complètement, mais je trouve qu'il est... Là où ce qui est dommage, c'est qu'il risque de cantonner un peu la pratique à des gens qui partagent ces croyances-là. On va pas se mentir, il véhicule aussi son lot d'affirmations pseudo-scientifiques. Et ça peut faire du mal à une méthode qui peut aider plein de gens, mais qui peut aussi souffrir d'une réputation... pas forcément idéal pour aider à sa promotion, pour aider les gens à dire voilà, avec de la respiration consciente et une douche froide, vous pouvez aller mieux, des petites pratiques toutes simples. Ça devient très vite niche, en fait. C'est ça, ouais, voilà. Et c'est ce qui me gêne un peu. Et sachant que les pratiques dites un peu holistiques, ésotériques, elles ont un risque de dérive vers des choses un peu extrêmes, et qui dit extrême dit possibilité d'accident. Accident dit mauvaise publicité, et donc voilà. Moi, je pars toujours du principe que par exemple, aujourd'hui, la méditation, c'est quelque chose qui est quand même presque rentré dans les mœurs, au sens où il n'y a pas tant de gens que ça qui font de la méditation. Mais quand on dit à quelqu'un « je fais de la méditation », les gens nous regardent pas comme si on était un hurluberlu, quoi. C'est quelque chose de pareil avec le yoga. C'est devenu quelque chose de normal. Les bienfaits du yoga, de la méditation sont reconnus, vraiment de façon quasi universelle, si j'ose dire. On en voit même de plus en plus dans des contextes hospitaliers, des choses comme ça. Oui, cette reconnaissance est assez récente, finalement. Voilà, ouais. Mais voilà, ça a pris 30 ans. Ouais. Parce que pendant longtemps, c'était associé à communauté un peu, communauté hippie, communauté ashram en Inde, je sais pas, des gens qui prennent de la drogue, des choses comme ça. C'était pas bien vu par l'ensemble de la société. Et je pense que moi, j'essaie d'amener un message avec la méthode Wim Hof, justement, quelque chose pour qu'on perde pas 30 ans, quoi. Justement, pour que dans 1 an ou 2 ans, quand Instagram aura décidé de s'intéresser à autre chose, qu'il y ait des gens qui continuent à pratiquer ça, quoi. Que ce soit assez ancré pour que ça reste pour que ça devienne normal, de se dire je sais que voilà, prendre une douche froide, ça peut me faire du bien, à mon corps, à ma santé mentale, à tout ça. Que ça soit que les gens ça fasse un peu partie de leur pharmacopée personnelle. Voilà, des soins qui peuvent se faire à eux-mêmes, voilà, quand ils vont au spa, qui savent que aller dans le bain froid, c'est autant normal que d'aller dans le sauna, ce genre de choses, quoi. Absolument.
Est-ce que, je sais que donc, tu es instructeur de la méthode Wim Hof, Oui. mais il y a aussi autre chose que tu fais, c'est que tu es instructeur du Advanced Oxygen Advantage, c'est ça? Oui, Oxygen Advantage. Ok, oui. je sais pas pourquoi il y a Advantage partout. C'est parce que je suis instructeur, je suis Avancé. Advanced Instructor. Ok, c'est ça, mais, un instructeur voilà. avancé de donc Oxygen Advantage. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi cela consiste? Est-ce que cette méthode-là a une corrélation avec la méthode Wim Hof? Alors c'est pas de moi cette image, hein, pendant ma formation quelqu'un avait dit ça. Mais j'aime bien reprendre cette image que en fait voilà, si on imagine le yin et le yang, j'ai envie de dire voilà, la méthode Wim Hof serait peut-être le yang et Oxygen Advantage le yin. Pourquoi? Alors, l'Oxygen Advantage, c'est une méthode qui s'intéresse à la respiration. Là, par contre, on ne parle pas de froid, ni de chaud, ni de quoi que ce soit, c'est la respiration. Okay. Mais en gros, pour simplifier, donc les techniques respiratoires de la méthode Wim Hof, c'est des choses qu'on va faire à un moment de la journée, assez précis, et on va respirer de façon intense. Et on va s'arrêter de respirer pendant longtemps. Enfin, donc on explore un peu des extrêmes, quoi. Okay. Et c'est voilà, un peu comme si, j'aime bien, ça c'était mon premier mentor qui disait ça, c'est un peu comme si, c'est comme aller au gym pour le système respiratoire, parce qu'on cherche de l'intensité, quoi. Voilà. Alors qu'Oxygen Advantage, et c'est à un moment de la journée, quoi. Alors qu'avec Oxygen Advantage, on va plutôt chercher à respirer le moins possible pour respirer mieux tout au long de la journée. Ok. Alors, dit comme ça peut sembler bizarre, mais en fait, parce que c'est une méthode qui va vraiment s'intéresser à la respiration fonctionnelle qu'on peut avoir tout au long de la journée. On respire entre 20 et 30 000 fois par jour. Et en Est-ce fait, qu'on respire assez? Parce que j'ai déjà entendu parler du fait qu'on respirait peut-être pas assez ou pas assez profondément. Ou voilà, ouais, c'est ça. C'est que souvent, on respire mal et trop. Ah, ouais. D'accord. Ouais. En fait, ouais, je peux pas faire de généralité, mais la méthode Oxygen Advantage, l'idée, ça va être souvent, on va pointer du doigt un phénomène qui s'appelle l'hyperventilation chronique, qui est un problème, parce qu'en fait, voilà, l'hyperventilation chronique, c'est quelque chose qu'on va développer typiquement si on a tendance à respirer par la bouche au lieu de respirer par le nez. Mmh. Si on a tendance à respirer par le haut des poumons plutôt que par le bas de la cage thoracique en utilisant le diaphragme. Si par exemple, le pire étant, si on commence à avoir si on a le nez un peu pris et qu'on va respirer uniquement par la bouche pendant qu'on dort. Voilà. Et la respiration buccale favorisant en fait la respiration haute, là où en plus il y a le moins d'échange d'air, où il y a la concentration d'alvéoles pulmonaires est la plus basse, etc. En fait, on va avoir tendance à augmenter le rythme respiratoire. Et c'est pas pour ça en fait que les échanges gazeux sont meilleurs. En fait, ils sont moins bons. D'accord. Donc il faudrait quelques heures avec un tableau et tout pour parler de ça. Mais en gros, c'est ça. Et donc en fait, avec Oxygen Advantage, l'idée, ça va être de se réapproprier en fait la mécanique respiratoire et notamment l'équilibre des échanges gazeux, parce que bon, la formule de base de la respiration, c'est l'oxygène et du glucose qu'on transforme en eau, en CO2 et en énergie. Le CO2 est en général perçu comme un déchet de la respiration. Mais en fait, oui, c'est un déchet de la respiration, ça c'est vrai. Mais il est plus que ça. En fait, c'est une molécule qui est utilisée par le corps comme un signal pour réguler justement le rythme respiratoire, le pH du sang, des choses comme ça. Et donc, en fait, voilà, l'idée, ça va être de reprendre une respiration qui fait en sorte que les équilibres entre O2 et CO2 et notamment le CO2, permettent d'avoir des échanges gazeux optimaux avec toutes les implications que ça peut avoir sur le système nerveux. Et on revient à la gestion du stress. Mais là, on parle vraiment de la respiration tout au long de la journée. On cherche vraiment un travail entre guillemets, de rééducation respiratoire, quoi. Mais c'est un travail de fond, quoi. Ouais. D'accord.
Je trouve ça super intéressant, puis j'aime beaucoup l'idée aussi que ce soit deux choses finalement qu'on puisse étudier ensemble et séparément aussi, que les deux peuvent vivre l'un sans l'autre aussi. Au Bota Bota, comme tu le sais, notre but principal, c'est le bien-être pour tous. Je pose cette question à tous mes invités parce que je trouve qu'elle est très intéressante et chacun a vraiment une vision différente. Et ça en dit beaucoup sur la personne aussi, donc pas de stress, mais... mais je voulais savoir pour toi, qu'est-ce que ça veut dire le bien-être ? Comment est-ce que le bien-être se manifeste pour toi, chez toi ? Ouais, c'est une question qui pourrait... ça pourrait prendre du temps d'y répondre. Je vais essayer de ne pas en prendre trop. Mais je pense qu'il y a... Le bien-être, c'est à la fois un état dans lequel on est et aussi un objectif qu'on essaie d'atteindre. Donc l'état, j'ai tendance à le définir par en fait un état de confort en toutes circonstances. Voilà, si on arrive à se sentir confortable en toutes circonstances, même par exemple face à une situation stressante, mais garder quand même un certain contrôle. Donc là, je pense qu'on est dans le bien-être quand on est dans cet état-là. Ça serait le premier point. Après, pour arriver à cet état, en fait, il faut pratiquer l'inconfort, quoi. Pour être capable d'élargir sa zone de confort, en fait, il faut s'entraîner à vivre dans l'inconfort. Pour mieux l'apprécier après. Voilà, ouais. C'est un peu... j'avais vu, quand j'avais discuté avec Dr David O'Hare, qui est des personnes de référence sur la méthode de la cohérence cardiaque. Il disait, en fait, le système nerveux, un système nerveux autonome, qui a les branches donc de sympathique et parasympathique. Donc sympathique, c'est le stress, parasympathique, la relaxation, en gros. J'avais oublié ces deux et donc, en fait, la résilience... En fait, le bien-être, ça serait d'arriver à avoir un bon équilibre entre les deux. Et être capable de stresser quand il y a besoin de stresser et se relaxer quand il y a besoin de se relaxer. Mais si on n'est pas capable de stresser beaucoup, si le stress est plus important que notre capacité à encaisser ce stress, là, on va vers le mal-être. Okay, et donc, c'est là que Dr O'Hare parlait un peu. C'est un peu comme si on disait... si à la banque, j'ai autant de dépenses que de revenus, mon banquier sera content. Donc on peut se dire tout va bien. Mais si j'ai à la banque, j'ai que $200 d'économie et que je casse ma voiture, là ça va pas aller. Donc j'ai pas de résilience financière dans ce cas-là. Si par contre j'ai quelques dizaines de milliers de dollars, ma voiture casse, je peux changer ma voiture. Et donc là, j'ai de la résilience économique. Donc, pour le bien-être, on peut imaginer que l'équilibre du système nerveux autonome, entre la capacité à stresser et la capacité à se relaxer, est tel qu'en fait, on est capable d'encaisser de bonnes formes de stress et on est capable de revenir à la relaxation quand il y a besoin, quoi. Et donc, pour ça, il faut s'entraîner à se familiariser avec des situations inconfortables. Donc après, ça peut être beaucoup de choses, mais typiquement avec la méthode Wim Hof, on utilise le stress on induit un stress lors de la respiration, on induit un stress lors de l'exposition au froid. Avec Oxygen Advantage aussi, on induit un stress justement par on va dire initier des phases d'hypoxie. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je définirais un peu le bien-être. Sachant que c'est quelque chose qui se reposerait sur... La médecine, les médecins, historiquement, ils sont là pour sauver des vies et permettre aux gens de continuer à aller au travail pour pouvoir se nourrir, etc., etc. Mais le bien-être, c'est ce qui, j'ai envie de dire, c'est ce qui se mettrait un peu sur tout ça. Une fois qu'en fait, on n'est pas malade, on est capable d'être autonome grâce à la médecine. Une fois que la base est fixée, voilà, c'est ça. Bien
Et notamment, voilà, grâce à la médecine, on est capable d'assumer tous ces fondamentaux. Le travail du bien-être, il va pouvoir intervenir justement pour pouvoir profiter en fait de et avoir du plaisir et du bonheur, pas juste être en état de survie, quoi. Ouais. Si j'ose dire. Je pense qu'au-delà même de la médecine, mon père me dit souvent que il y a un peu comme des points fondamentaux dans la vie d'une personne qu'il faut calibrer et qu'il faut que cette personne-là se sente en sécurité dans ces domaines-là avant d'atteindre le bien-être. Donc, mettons la sécurité financière, la sécurité d'avoir un toit, d'avoir un emploi, d'avoir sa sécurité financière. Et puis, par-dessus ça, une fois que ces choses-là sont comblées et sont concrètes, il y a le bien-être qui vient par-dessus. C'est ça. Non, je pense que par rapport à ce que tu dis, c'est ça. Je pense que c'est quand même... Ça peut être du coup perçu comme un peu un luxe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès justement à ces fondamentaux, et donc ils ne peuvent pas se focaliser sur le bien-être, mais c'est peut-être un luxe, mais tout le monde mérite d'y avoir accès. Donc voilà, il faut faire en sorte de le promouvoir et de le rendre accessible. Super, merci beaucoup sur ces bons mots. Où est-ce qu'on peut juste te retrouver pour toutes tes méthodes d'instruction ? Alors le plus facile, je pense, c'est d'aller d'aller regarder mon site internet, donc respire-aligne.com, comme respire comme respirer, aligne comme aligner, .com. Et à partir de là, il y a les liens pour les réseaux sociaux, m'envoyer un message, etc. Enfin, voilà, regarder quand est-ce que j'ai un atelier, voilà. Génial. Merci beaucoup Sébastien. Merci. On a appris énormément de choses aujourd'hui. Super, ouais. Et on va aller se glisser dans un bain froid pour commencer la méthode dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.